Nouveau rendez-vous d'information sur Téléhémicycle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout de suite, les principaux titres à développer. Au cabinet du président de l'Assemblée nationale, ce mercredi 26 juillet 2023, des émissaires des villages d'Itakpako, Bokoutou et Araromi dans la commune d'Ifanyi. Les préoccupations abordées ont trait au développement local. Une nouvelle donne pour les mines au Burkina Faso. Le code minier a été modifié à l'Assemblée nationale. La nouvelle copie a été adoptée à l'unanimité des parlementaires. Nous irons chez les prothésistes angulaires. Dans leur carnet d'adresses, les femmes savent où les trouver. Que font-ils? Nous irons à leur découverte donc. À toutes et à tous, bonjour, merci de préférer donc Téléhémicycle pour vous informer. Dans l'après-midi de ce mercredi 26 juillet 2023, une délégation conduite par Cessinou Berna Agnou, représentant des chefs de village de Itakpako, Bokoutou et Araromi, village de la commune d'Ifanyi. Cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Louis Berounou Vlavonou. Les échanges ont tourné autour des questions liées au développement local. Suivons un extrait de leurs propos au sortir de cette audience. Nous sommes venus rendre visite au président de l'Assemblée nationale pour d'abord le féliciter. Ensuite, nous avons discuté des voies et moyens pour faire développer les villages. Nous avons discuté du secteur routier, de la santé et du bien-être en général. L'autorité a promis nous aider et nous repartons très satisfaits et contents de cet entretien. Un collectif de conseils pédagogiques était plutôt chez le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Au menu des échanges, le développement, l'éducation et surtout un dossier de mise à la retraite de plus d'une soixantaine de conseillers qui pensent avoir droit de jouir encore de quelques années de travail. Suivez le point fait par le porte-parole du collectif à la fin des échanges. Oui, nous sommes 76 conseillers pédagogiques et inspecteurs et qui sont envoyés illicitement à la retraite. Et nous avons en son temps écrit à notre ministère, c'est-à-dire le membre, et qui jusque-là n'a pas répondu. Et nous avons entre-temps saisi la justice et le dossier est perdu au tribunal de Port-Nouveau. Et maintenant, nous ne savons plus quoi faire et c'est pourquoi nous avons saisi le président de l'Assemblée, nous avons saisi le médiateur pour que ces deux institutions puissent nous aider à régler la situation. Bon, nous sommes sortis très contents parce que nous avons reçu beaucoup de conseils et qui puissent nous aider vraiment à poursuivre la lutte. Et donc nous sommes venus saluer le président de l'Assemblée par rapport aux nombreuses démarches qu'il a faites par rapport à cette situation pour son règlement. Et à la sortie de cette audience, nous sommes contents parce que le président de l'Assemblée nous a donné assez de conseils pour que nous puissions continuer par nous battre afin d'obtenir ce que nous voulons. Au Burkina Faso, le gouvernement dispose d'un moyen de plus dans son combat contre l'insécurité. L'Assemblée nationale transitoire a adopté mardi 25 juillet 2023 le projet de loi modifiant l'ancien code minier appliqué au secteur. Une adoption à l'unanimité des législateurs. Suivant. Les membres de l'Assemblée législative de transition n'ont pas hésité. Le projet de loi modifiant le code minier a été adopté à l'unanimité. Le texte permet
à l'État d'allouer des ressources à la lutte antiterroriste par le biais du versement d'une partie des revenus de la production minière au Fonds minier de développement local, au financement du Fonds du soutien patriotique. Le Parlement de la transition entend par le nouveau texte permettre au pouvoir burkinabé de disposer d'un bras financier solide en vue de la réalisation des principales missions de la transition. Il s'agit entre autres du rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national et de la réponse urgente et efficace à la crise sécuritaire et humanitaire. Le texte entend aussi donner plus d'allure à la contribution et à l'effort de guerre. En début du mois de juin 2023, le Conseil d'orientation du Fonds patriotique avait estimé la contribution et les efforts de guerre à plus de 20 milliards 700 millions de francs CFA en 3 mois. Le Conseil d'orientation a la charge la gestion du Fonds du soutien patriotique créé le 11 janvier 2023. C'est ce fonds qui gère entre autres les dépenses liées à la lutte antiterroristes, dont notamment la prise en charge des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, et la montée en puissance, en équipement notamment, qui tient à cœur le régime de... La gestion du coût de l'énergie est l'une des préoccupations abordées la semaine dernière à l'Assemblée nationale de France. Devant les députés, quelques membres du gouvernement, parmi lesquels Elisabeth Borne, la première ministre. Les détails avec Gilles Christidi. 27 questions au total ont été adressées au gouvernement par les députés français à l'occasion de cette séance plénière. Entre autres préoccupations soulevées par les parlementaires, la gestion du prix de l'électricité avec au fronton les députés du Rassemblement national. Alors qu'un Français sur 3 ne partira pas en vacances cet été, alors que la période estivale est déjà impactée par une inflation globale, alors que certaines urgences seront fermées ou régulées, comme dans mon département de l'Aube, alors que la France connaît la plus haute augmentation de faillites d'entreprises de son histoire, à près de 50% sur un an, alors qu'en février, les factures d'électricité ont déjà augmenté de 15%. Nous apprenons aujourd'hui une nouvelle hausse de 10% du prix de l'électricité. Concrètement, depuis 2 ans, la hausse réelle des prix de l'électricité est de 31% et de plus 26% rien que sur les 6 derniers mois. Où est votre parole, monsieur le ministre, lorsque vous annonciez qu'il n'y aurait pas de rattrapage sur les prix de l'électricité en 2023 ? Vous avez, par votre mensonge, alimenté la défiance de nos compatriotes envers la parole publique. Quand allez-vous reprendre le contrôle sur les prix de l'électricité et enfin appliquer les mesures de bon sens portées par Marine Le Pen ? En revenant aux tarifs réglementés, en désindexant le prix de l'électricité sur celui du gaz, en abaissant le taux de TVA de 20 à 5,5 sur toutes les énergies, dont l'électricité, en soutenant une politique ambitieuse sur le nucléaire. Question à laquelle a répondu la ministre française de la transition énergétique. Même si cela vous déplaît de le reconnaître, la France est le pays qui a le plus protégé ses concitoyens face à l'augmentation des prix de l'énergie ces 2 dernières années. C'est ce gouvernement et cette majorité qui ont agi fortement dès le début de la crise énergétique pour protéger les Français, les collectivités locales et les entreprises face aux hausses des prix de l'électricité. Bouclier tarifaire, amortisseur électricité, filet de sécurité, chèque énergie ont été autant de dispositifs mis en place en un temps record ces 2 dernières années. Cet effort, c'est 40 milliards d'euros rien que pour le bouclier électricité sur la période 2022-2023. Cet effort massif, c'est un choix assumé pour protéger, un choix assumé pour que les Français bénéficient des prix d'électricité parmi les plus bas d'Europe. La majorité présidentielle peut être fière d'avoir mis tout ce qui était en son pouvoir pour protéger les Français. L'irresponsabilité, monsieur le député Guitton, elle est du côté de ceux qui ont refusé de voter ces dispositifs. Une séance plénière qui a également connu l'expression de plusieurs autres préoccupations des députés liées entre autres au bilan pénal des sanctions prononcées suite aux émeutes, à la lutte contre l'antisémitisme, à la santé mentale des jeunes et bien d'autres. Je vous remercie. Et la chaleur est une source d'énergie qui, dans d'autres conditions, étouffe. Et c'est ce que vivent les Français depuis peu avec la montée des températures. Les ministres ont été interrogés à propos à l'Assemblée nationale et je vous propose d'écouter les questions adressées à ce sujet et les éléments de réponse de l'exécutif.
La canicule accable une partie de l'Europe avec une vague de chaleur qui fait exploser le thermomètre au-delà des 40 degrés. Malgré le deuxième mois de juin le plus chaud dans notre pays, le déni climatique du gouvernement ne rougit pas. Le ministre de l'Agriculture considère que ces températures n'ont rien d'extrême et sont plutôt normales pour un été. Non, monsieur le ministre, rien n'est normal dans ce que nous vivons. Notre maison brûle et 21 ans après la formule célèbre du président Chirac, nous regardons toujours ailleurs. Car en France, il est évident que nous n'avons, plutôt que vous n'avez toujours pas pris la mesure du combat à livrer. Ici, cette semaine, on essaie de nous vendre une nouvelle fable, celle de l'industrie verte, qui, au lieu de remettre en cause le modèle d'une production sans limite, prétend résoudre par magie nos problèmes de décarbonation. Monsieur le ministre, nous n'attendons pas de la part de votre gouvernement des lendemains qui chantent, mais pour éviter des lendemains qui brûlent et qui épuisent les ressources, quand allez-vous enfin prendre vos responsabilités et agir à la hauteur de l'immense défi qui nous fait face? La pensée magique n'existe pas. Quand allez-vous enfin sortir du déni? Quand allez-vous enfin sortir des discours et des mots tout faits? Quand allez-vous regarder, y compris le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat et les propos de la présidente Corinne Lecquéré, qui rappelle qu'il y a à l'heure actuelle 18 pays sur la planète qui, depuis plus de 10 ans, baissent tous les ans leurs émissions de gaz à effet de serre? Quand allez-vous regarder les chiffres du CITEPA qui montrent que la baisse pour l'année 2022 a été de 2,7% en termes de baisse des gaz à effet de serre? La vérité, monsieur Rau, c'est que oui, nous devons accélérer. Nous devons doubler le rythme de notre baisse. La vérité, c'est qu'on doit agir sur tous les fronts. Sur l'adaptation, parce qu'il y a aujourd'hui un réchauffement climatique qui est déjà irréversible. Sur l'atténuation, à la fois en France et en mobilisant la diplomatie environnementale pour avoir d'autres acteurs qui se mobilisent à nos côtés. Nous devons agir avec la planification écologique. Quand on tient des conseils, vous nous dites que ce n'est pas assez ambitieux. Quand ils n'ont pas lieu, vous nous expliquerez qu'il faudrait les réunir. La vérité, monsieur Rau, c'est que si les écologistes arrêtaient de penser que l'avenir de leur planète est leur fonds de commerce, on aurait plus de chances de s'en sortir. La revue de presse de ce jeudi 27 juillet 2023 est une signature de Gilles Christidi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce jeudi, la plupart des parutions nous conduisent au Niger. La primeur informe que le président Mohamed Bazoum est renversé par des hommes en kaki et s'intéresse aux implications de ce coup de force. Selon le journal, il s'agit du 5e putsch militaire qui survient dans ce pays après son accession à l'indépendance en 1960. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues, les frontières aériennes et terrestres sont fermées, tandis qu'un couvre-feu a été instauré de 22 h à 5 h du matin sur toute l'étendue du territoire, jusqu'à nouvel ordre, renseigne le journal. Le coup d'État est consommé, écrit le matinal, qui informe que le président de la République du Bénin est en médiation dans ce pays pour le compte de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une médiation dont le but est de trouver une solution à ce coup de force survenu au Niger dans la journée d'hier. Pendant ce temps, informe Fraternité, le président du Niger, Mohamed Bazoum, est aux mains de sa garde et la CEDEAO s'en indigne. Cette organisation sous-régionale a publié un communiqué dans lequel elle exprime sa désapprobation totale vis-à-vis de cette situation. Je cite, « C'est avec stupeur et consternation que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a pris connaissance de la tentative de coup d'État au Niger. » Fin de citation, peut-on lire dans ce communiqué de l'organisation sous-régionale, relayé par le journal qui informe également ses lecteurs que Patrice Talon est en médiation à Niamey. Pour l'autre quotidien, il s'agit de la première épreuve de feu pour le chef de l'État. Le journal de préciser tout de même que cette situation est unanimement condamnée. Mais les condamnations semblent ne pas suffire pour le journal Matin Libre qui s'interroge de son côté sur les stratégies réelles à mettre en place afin d'éviter que ces situations surviennent dans les États. Au-delà des condamnations au sein de la CEDEAO, n'est-il pas temps de régler les problèmes de fond, s'interroge mon confrère.
Sur un autre plan, à présent, Fraternité revient sur l'un des points ayant fait objet du Conseil des ministres de ce mercredi 26 juillet 2023. Cette réunion des membres du gouvernement béninois s'est en effet prononcée sur les modalités d'importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers raffinés et de leurs dérivés en République du Bénin. Ceci dans la dynamique de trouver une issue favorable au déséquilibre observé dans la couverture sur le territoire national. Il sera donc procédé à une relecture de la réglementation en vigueur et favoriser la mise en œuvre des plans d'investissement prévus, renchérit le journal. Le matinal informe de son côté qu'à l'occasion de ce même Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de la construction et de la réhabilitation de plus de 700 hôpitaux au Bénin. Finissons en humour avec le déchaîné du jeudi qui s'intéresse aux vacances scolaires telles que vécues par certains jeunes. Le journal satirique écrit que bientôt ce seront les coups de vacances à ne pas confondre avec les cours de vacances. Eh bien, de quel coup de vacances pourrait-il s'agir? L'image illustrative à la une du journal en dit déjà long. Et sans donner des coups de vacances à personne, je ferme à présent les pages de cette revue de presse quotidienne en vous disant à demain. Prothésiste angulaire, un métier, un art. Dans ces salons où défilent les femmes pour qu'une attention particulière soit portée à leurs ongles, se cachent des hommes et des femmes qui ne demandent que ça pour vivre. Allons découvrir ce métier dans cet élément que nous propose Océana Mousso. Diana est béninoise vivant à Cotonou. Passionnée de mode et de beauté, après ses études, elle s'est spécialisée dans un métier qui a pris son essor depuis une décennie environ. Aujourd'hui, elle se réclame fièrement comme étant l'une des prothésistes ongulaires les plus connues de la capitale économique du Bénin. Une prothésiste ongulaire, c'est un spécialiste des soins des ongles, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des pieds et des mains de sa cliente. Là, je parle de pédicure, de manicure, quelqu'un qui sait faire les faux ongles, la pédicure, nettoyer les ongles et prendre soin surtout, c'est le plus important, des pieds et des mains de sa cliente. Voilà. Avec le temps, le métier de prothésiste ongulaire s'est affiné et les spécialistes se professionnalisent davantage. La différence entre nous, prothésistes ongulaires, et les bonnes dames qu'on voit au bord de la voie, ces bonnes dames se sont formées sur le tas. Donc, elles n'ont pas vraiment les aptitudes d'une prothésiste ongulaire. Mais par contre, nous, on a été formés pour devenir prothésistes ongulaires. C'est surtout le fait de faire de l'art sur les ongles. Pour Diana, être une prothésiste ongulaire, c'est être une artiste et une vraie. Ma particularité à moi, c'est que je dessine beaucoup. Mais en même temps, il y a des produits, il y a des accessoires, des petits trucs qu'on peut coller sur les ongles. Par exemple, les pierres, les fleurs, des trucs qu'on peut coller. Mais en même temps, je peux dessiner aussi ces fleurs-là. Mais il y a des clientes qui regardent des photos, par exemple, sur Internet, sur Instagram. Elles téléchargent la photo, elles me ramènent. Elles me disent, madame, j'ai envie de faire une pose comme ça. Est-ce que c'est possible? Moi, je regarde, je dis, c'est possible. Si c'est possible, on fait. Maintenant, moi, je travaille par rapport au teint de la personne. Vous voyez un peu, la personne, si la personne est claire, ça dépend des vernis qui vont aller avec elle. Donc, si ça peut aller directement avec elle, moi, je lui dis et puis on y va. Mais si ça ne peut pas aller, on change. Mais moi, je ne fais jamais du copier-coller. J'essaye de mettre ma touche. Et pour la réalisation de ces chefs-d'œuvre, plusieurs matériels sont utilisés. Ça, c'est une lampe UV pour sécher le vernis. Donc, c'est rechargeable. Vous voyez, quand je mets la main dedans, ça s'allume. Et c'est ça qui permet au vernis de sécher. Donc, quand vous séchez ici, automatiquement, vous pouvez commencer par manger en même temps. Vous pouvez faire la vaisselle, vous pouvez faire le ménage. Le vernis ne s'écaille pas du tout. Donc, en haut, là-bas, vous voyez les vernis qui sont verts, blancs, dans des bouteilles identiques.
Tout ça, ce sont des vernis semi-permanents qui se sèchent à l'UV. Voilà. Donc ici, c'est une poudre qu'on appelle la poudre acrylique. C'est ça, les gens appellent résine. Mais ça, on travaille avec ça, avec le monomère. C'est les deux poudres-là enfin, ce liquide qui va avec ce produit pour faire une construction. Selon Diana, la seule et première condition pour être prothésiste angulaire, c'est la passion. Par passion d'abord. Par passion, et après vous passez maintenant à la formation. Si ce n'est pas une passion pour vous, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est un métier à vue d'œil, on pense que c'est facile, mais c'est un métier qui est très très difficile. Vous voyez, parce que ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup d'esthétique. Et à la fameuse question de savoir si ce métier nourrit son homme, Diana répond sans embâche. Bien sûr, ça se voit sur moi, non? Le métier de prothésiste ongulaire peut nourrir son homme. Moi, je le dis et je confirme. Je suis dedans depuis, je vis de ça. Je ne fais pas autre chose. Tout ce que vous voyez, c'est de ça que je vis. Comme Diana, plusieurs jeunes femmes s'investissent et se professionnalisent dans le métier de prothésiste angulaire. Une nouvelle porte donc pour l'entrepreneuriat féminin et l'auto-emploi au Bénin. Ce journal, lui, vous aura nourri d'actualités surtout parlementaires. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs.